52 personnes sont mortes par overdose à Paris au cours de ces 3 dernières années, ainsi que l'a indiqué la préfecture de police dans un communiqué de janvier 2010. Les décès liés aux usages de la drogue, sida et hépatite, connaissent une hausse de 30% depuis 2000. Naturellement, la lutte contre le trafic de stupéfiants doit demeurer une priorité pour les actions de police du Grand Paris, ainsi qu'un enjeu majeur. C'est donc un dispositif complet et global allant de la répression des trafics au traitement de substitution pour les toxicomanes et au sevrage, en passant par la prévention, qui constitue la politique de lutte contre les drogues et les toxicomanies. À ce titre, la France a su faire preuve d'audace et de clairvoyance dans la mise en œuvre de la politique de réduction des risques, notamment avec les programmes d'échange de seringues initiés par Madame Barzac en 1987 ou les programmes de substitution instaurés par Madame Veil en 1994. Il fallait du courage et une détermination sans faille pour que soit mise en place au début des années 90 une véritable politique de réduction des risques dont les avantages sanitaires et sociaux sont incontestables. À l'origine, purement compassionnelle et expérimentale, cette réduction des risques a obtenu une reconnaissance juridique découlant de ses avancées majeures en termes de santé publique et de sa lutte acharnée contre le partage des seringues et les transmissions du VIH. La loi est ainsi venue consacrer en août 2004 ce principe que l'expérimentation avait vu naître. Cependant, les usagers de drogue les plus précarisés demeurent à ce jour les plus inaccessibles aux dispositifs de soins. Aucun centre de soins spécialisé pour toxicomanes. Ma conviction est que c'est notre devoir d'aller au-devant de cette population totalement désocialisée et de proposer une solution alliant le double objectif de santé et d'ordre public. Cela consiste d'une part à encadrer médicalement les toxicomanes par du personnel soignant et des travailleurs socio-sanitaires, et d'autre part à éviter que leurs activités ne se déroulent dans les rues, ce qu'on appelle les scènes ouvertes. Là où achoppent les structures actuelles, nous devons apporter une réponse adaptée, ciblée et rigoureuse. Il ne saurait y avoir des laissés-pour-compte de la santé publique. La documentation scientifique font état du bilan plus que satisfaisant des salles de consommation implantées à l'étranger. Il en ressort un certain nombre de conclusions positives. D'abord, une offre de conditions de sécurité et d'hygiène qui n'amène pas à une hausse des niveaux de consommation. Une diminution des comportements à risque en matière de transmission des maladies infectieuses, une réduction des décès associés à l'usage de drogue lorsque l'accessibilité aux salles de consommation est appropriée, un accès effectif aux services adaptés pour les usagers en situation de très grande précarité et extrêmement marginalisés, une diminution de l'usage de drogue dans les lieux publics et enfin une absence de hausse de la délinquance liée à l'implantation des salles de consommation. Ces évaluations scientifiques rigoureuses, pointilleuses et annuelles, approfondies sur le long terme, sont encore plus probantes lorsqu'il s'agit du cas de la Suisse. Après 20 ans d'expérimentation, il a été constaté une division par 2 des décès par overdose entre 1991 et 2009, un recul de 80% de la mortalité due au sida chez les toxicomanes, une réduction de 70% de la petite criminalité liée à la consommation de drogue, une légère augmentation de l'âge moyen des dépendants, un accroissement des demandes de traitement de substitution et une baisse des cas de dépendance sévère. À Vancouver, l'année d'ouverture de la salle de consommation, une augmentation des demandes de sevrage de 32% a pu être constatée. Les salles de consommation ne sont donc pas un gadget, mais bien au contraire un maillon supplémentaire au bout de la chaîne des politiques de réduction des risques. Aussi, je soutiens le principe de l'expérimentation d'une salle de consommation supervisée à Paris,
mais non sans de strictes et impérieuses conditions d'application qu'il sera impératif de respecter scrupuleusement. Préalablement à toute implantation, il me paraît indispensable d'effectuer une cartographie des scènes ouvertes de consommation de drogue, un diagnostic des habitudes, des modes d'administration et des publics concernés, ainsi qu'une étude d'impact des nuisances induites. Je souhaite également, et ce point est essentiel, comme nos interlocuteurs de Bilbao et Genève nous l'ont recommandé, qu'une concertation étroite, approfondie et sur le long terme soit menée entre les habitants, les élus locaux et les autorités de police. L'implantation d'une salle ne sera possible que si une coopération resserrée entre ces différents acteurs est mise en œuvre. Une évaluation scientifique rigoureuse faisant suite à l'expérimentation d'une durée déterminée de 3 ans devra être menée et publiée, puis débattue en Conseil de Paris. Elle se fera sur la base d'objectifs officiellement déclarés, comme l'accroissement de l'accès aux soins de santé et de la toxicomanie, la réduction des décès par surdose, la diminution des contaminations par des infections virales transmissibles par le sang et par celles liées aux injections, et l'amélioration de la sécurité et de l'ordre public. L'organisation de la structure et les protocoles de prise en charge devront être validés par une expertise médicale et éthique. Et enfin, les autorités policières et judiciaires seront impérativement associées à cette expérimentation et au nécessaire équilibre entre santé publique et sécurité publique, cette salle et ses abords ne constituant aucunement une zone de non-droit. En conclusion, je veux témoigner que nous avons rencontré dans les 3 centres visités des gens formidables qui se battent pour sauver des vies, qui regardent face à eux avec tolérance et humanité des personnes totalement marginalisées. J'ai vu des hommes et des femmes qui ne se permettaient pas de juger, mais tendaient la main à une population que plus personne ne veut regarder. Oui, cette expérimentation est un défi, mais nous nous devons de le tenter. Ayons à cœur de promouvoir la santé publique et de remédier à l'exclusion et à la marginalisation sociale. Parler d'abstinence, c'est certes l'idéal, mais il est difficile d'être abstinent quand on est mort.